5 qui aura pour thème la e-économie et les nouveaux métiers de l'avenir, les métiers émergents. Bien sûr, un certain nombre d'élèves d'entre vous qui seront des bacheliers dans quelques mois se posent bien des questions sur leur avenir, sur le choix qu'ils pourraient avoir, sur la carrière éventuellement qu'ils pourraient entreprendre. Et il est vrai que c'est une multitude de questions que l'on peut se poser avec davantage de choix plus restreints, dans le sens où, je veux dire, entre une école, un cycle long, un cycle court, et un cycle effectivement public ou un cycle privé. Et il est évident qu'aujourd'hui, les mutations économiques, les mutations des technologies, dont vous êtes des usagers fréquents, apportent une réflexion nouvelle quant à ce monde économique et à ce monde et cette entreprise qui est dans une phase de révolution permanente, puisqu'elle est elle-même victime ou peut-être sujet à des changements qui sont intrinsèques à sa formation, à sa constitution, et qui constituent aujourd'hui un élément de réflexion. La e-économie, c'est-à-dire la technologie au sein d'une économie, apporte et a déjà apporté dans beaucoup de pays, des pays développés, en Europe notamment, des points de croissance. Cette croissance que beaucoup de nations, que beaucoup de pays recherchent. Une croissance parce qu'on arrive à gagner en compétitivité, on arrive à gagner en croissance économique, en productivité aussi, et surtout on arrive à créer des métiers différents de ceux qu'on connaît jusqu'à présent, puisqu'ils sont beaucoup moins pénibles, dans le sens où la technologie remplace l'homme, remplace les travaux d'exécution, et où il y a une ouverture sur des capacités nouvelles. Et il est vrai que cette émergence de nouveaux métiers vous parle. Il vous parle parce que, d'abord, vous êtes ce qu'on appelle la génération Y, celle qui est constamment connectée, qui a beaucoup de valeur et qui a beaucoup de qualité, dans le sens où cette génération, effectivement, est multitâche. Donc, elle est capable d'exercer beaucoup de tâches en même temps, ce qui est une qualité, dans le gain de temps, dans la productivité et dans le rendement lui-même que recherche l'entreprise. En Europe, un plan e-Europe a été mis en place en 2000, dans le sens où l'Europe allait travailler sur les 10 années, de 2000 jusqu'à 2010, sur un plan de restructuration de ces entreprises, de façon à ce qu'elles soient plus productives avec l'usage et la conjugaison des paramètres numériques. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent, notamment ceux qui sont en économie ou ceux qui s'intéressent à l'actualité, en 2008, le monde a été frappé par une crise qui a remis en question, quelque part, eh bien, cette notion de concurrence, cette notion de marché, cette notion de marché global et d'économie moderne. Sans plus tarder, et pour animer et pour donner effectivement un avis de professionnels, de gens du métier, seront avec moi Madame Latefa Alaoui, professeure universitaire, Université de Rabat, Mohamed V. Bonjour à vous. Également M. Regatal, directeur business développement et marketing à la centrale laitière Danone. Bonjour à vous. Et M. Saleh Salif, consultant chef d'entreprise et spécialiste des nouvelles technologies de la communication. Bonjour et bienvenue. Premier point, première question peut-être pour nos invités, finalement cette e-économie composée d'un travail numérique, d'une recherche numérique et de l'économie, celle que l'on connaît, est-ce que ce mariage, est-ce que cette conjugaison est simple? Est-ce qu'elle apporte réellement une vraie réflexion d'avenir? Monsieur peut-être. Bonjour tout le monde. Ça va bon. Tout d'abord, je tiens à saluer cette initiative initiée par le groupe Delphilia et qui donne la possibilité d'échanger. Vous avez une grosse opportunité, saisissez-la, posez des questions, on aura l'occasion de partager avec vous des réflexions, mais je vous invite aussi à poser toutes vos questions parce que c'est l'intérêt aussi de ce genre d'exercice. Par rapport à cette première réflexion, je ne la prends pas comme question mais réflexion, le monde change fondamentalement grâce ou à cause, on verra, des nouvelles technologies. Et donc faire du business, créer de la valeur ajoutée, ce que l'économie est censée faire, ce sont des éléments qui sont en train de procéder à une mutation profonde. On aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard et d'avoir l'avis aussi des autres participants. Mais il y a des métiers entiers qui disparaissent, des métiers entiers qui naissent, qui n'existaient pas. Créer de la valeur ajoutée selon un certain procédé, qui a été le cas pendant plusieurs années,
a été révolue par plusieurs étapes dans l'histoire de l'économie. L'invention de la roue, la révolution industrielle, et aujourd'hui nous sommes réellement en train de vivre, je dis bien en train de vivre parce que c'est en cours, ce n'est pas derrière nous, nous sommes en train de vivre une révolution à mon sens économique, technologique. Ça a démarré il y a une dizaine, quinzaine d'années, pas plus que ça, et on ne sait pas ce que ça va donner. Je pense qu'on ne sait pas profondément ce que ça va donner. Internet qui est aujourd'hui commun, il y a 15 ans, les moteurs de recherche tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. C'est aujourd'hui des business entiers qui valent des milliards de dollars. On a tous suivi l'introduction de Facebook à la bourse, l'introduction de Twitter dernièrement. C'est des milliards de dollars de création de valeur qui n'existaient pas du tout. Donc c'est un monde qui est en train de changer. Et forcément, l'économie est en train de changer. Et nous aurons l'occasion, probablement un peu plus tard, avec mes collègues, de revenir sur spécifiquement qu'est-ce qui change dans l'entreprise. Mais clairement, par rapport à la réflexion posée, il y a quelque chose qui se passe, l'économie n'est plus la même, la création de valeur n'est plus la même, et donc les métiers de demain ne sont forcément pas les mêmes que ceux qui existent aujourd'hui ou qui ont existé il y a 10 ans. Justement, Madame Falawi, est-ce que dans votre métier, vous êtes professeur, est-ce que la lecture économique que vous apportez par rapport au métier, par rapport à la formation de ces futurs cadres d'entreprise, apporte un changement, une réflexion différente par rapport aux années antérieures? Merci, c'est Anna Tchéké. Je remercie aussi Madame Alberossi et tout le groupe ULA de m'avoir invité à cette table ronde. Je remercie aussi nos chers lauréats, étudiants et bien sûr bacheliers. Inch'Allah, ils vont être chez nous l'année prochaine. Donc là, pour répondre à ces questions, déjà, on est dans un monde d'économie. Donc déjà, le système capitaliste, il est basé sur une chose fondamentale que tout le monde connaît, c'est-à-dire créer une entreprise ou faire de l'économie. Notamment, c'est créer de la valeur ajoutée. Qui dit valeur ajoutée, dit richesse. Donc, bon, d'accord, cette richesse, elle est là, mais de plus en plus, on parle de compétitivité. Cette compétitivité, pour l'avoir, on va essayer toujours de minimiser au maximum les coûts pour maximiser, bien sûr, les profits. Donc, c'était là, c'est-à-dire bon, j'essaye un peu de formaliser ça, c'est-à-dire le basique du système capitaliste de l'économie. Mais maintenant, il y a vraiment un élément qui est vraiment important, c'est le temps. C'est-à-dire, on était dans l'efficacité, maintenant on est dans l'efficience. Qui dit efficience, c'est-à-dire faire le tout en minimum de tout ce qu'on a, c'est-à-dire de charge et tout, mais en minimum de temps. La Chine, pourquoi elle a réussi? Elle a pris en compte cet élément-là, parce qu'elle a dit pour les pays qui sont développés, ils nous sont devancés de 50 ans, donc c'est-à-dire après la croissance d'après-guerre, mais nous, on veut vraiment augmenter et atteindre ces pays-là en 10 ans. Donc on va travailler sur le temps. Et qui dit temps, maintenant avec ces, bien sûr, nouveaux systèmes, les éthiques, c'est-à-dire de vie, économie, donc on nous facilite énormément de choses, c'est-à-dire via un peu cette connexion Internet, via pas mal de choses, on peut atteindre l'objectif avec un temps record. D'accord? C'est pas la peine de se déplacer, on vraiment réduit les coûts au maximum. Donc là, il y a de nouveaux métiers, c'est vrai que aussi au niveau de la RH, on essaie toujours de faire ce qu'on appelle la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour voir un peu les métiers dans 4-5 ans, pour préparer, dire voilà un peu qu'est-ce qu'on cherche, des profils à venir. Et bien sûr, là maintenant on a des profils, on a plusieurs catégories, c'est-à-dire on a des métiers carrément qui demandent le corps de métier, et en parallèle on a besoin de cette nouvelle technologie, c'est-à-dire que bien sûr le lauréat ou bien celui qui va intégrer l'entreprise, il a le corps de métier, mais il a aussi besoin d'outils informatiques. Il y a d'autres aussi métiers maintenant qui sont le cœur de métier, c'est les éthiques, et après d'autres compétences avec. Donc il n'y a pas seulement, c'est-à-dire la nouvelle technologie qui est importante de nos jours, c'est-à-dire que tout le monde est censé bien sûr avoir, tous, hein, surtout cette génération, vous êtes forts en recherche, vous êtes tout le temps sur votre Facebook et tout. Donc dans notre métier, on commence à mettre en place aussi une nouvelle manière d'enseigner. Ça nous permet un peu de réduire aussi un peu le temps présentiel, c'est ce qu'on appelle le e-learning. C'est-à-dire on a mis en place, je parle de notre université, on a mis en place une plateforme e-learning, c'est-à-dire que l'étudiant, il
peut bien sûr ouvrir, on peut se connecter et trouver le cours de son, bien sûr, de telle ou telle matière en ligne. Et le prof, il peut le suivre, c'est-à-dire il y a moitié présentiel, moitié en live. D'accord? Donc comme ça, pour faciliter un peu l'apprentissage via ces nouvelles technologies. Très bien. Justement, monsieur Samuel Salih, vous êtes consultant. Vous êtes consultant chez l'entreprise. Effectivement, on peut se poser la question, et j'aimerais qu'on s'adresse aux élèves directement. Qu'est-ce que les entreprises exigent quelque part, par votre biais, des futurs lauréats? Quel type de formation, quelle pointe on en attend? Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette rencontre. Je m'excuse pour le retard causé au départ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette évolution de métier. C'est pour attacher du micro, voilà, je pense que. Merci. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord qu'au Maroc, on a initié un plan qui s'appelle les métiers du monde. Nouveaux métiers du Maroc ou les métiers mondiaux. Donc, c'est là où réellement, pour les 10-15 années à venir, il y a un gisement d'emplois intéressant pour les futurs lauréats. Alors, quand on regarde ce gisement d'emploi, il y a au moins 3 métiers qui se distinguent et qui sont fortement liés à tout ce qu'on parle de e-économie, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord, il y a le métier important qui est en train de se développer, c'est les métiers autour de l'aéronautique. Donc, tout ce qui est construction d'avions, tout le métier qui est important, qui est en train de connaître son développement au Maroc, c'est tout ce qui est procédé de transformation. Là, peut-être tout à l'heure, c'est Reda va nous parler parce qu'il est dans un métier de procédé de transformation, puisque le Maroc, avec le plan vert, avec ce qu'on a accumulé comme savoir-faire en matière industrielle, en agroalimentaire par exemple, il y aura de grandes opportunités d'export pour le Maroc. Voilà grosso modo les trois pôles d'excellence autour desquels il y aura des gisements d'emplois qui vont se construire. Il y a un 4e gisement dont on commence à parler, c'est tout ce qui est métier de santé. Quand on dit le métier de santé, il ne faut pas penser forcément aux médecins ou à l'infirmier, mais dans les métiers de santé, on recense pas moins d'une centaine de possibilités d'emploi autres que le médecin, le pharmacien et l'infirmier. Donc voilà un peu les métiers sur lesquels... Alors dans les métiers de la santé, vous posez la question, je vous donnerai un exemple de suite. Par exemple, tout ce qu'on appelle les bio-ingénieurs. Bio-ingénieurs, donc c'est des ingénieurs qui sont de formation. Donc les sous-bassements de la formation, c'est les maths, la physique, la chimie, et qui sont spécialisés dans tout ce qui est procédé bio. Donc comment on va boire du lait bio, comment on va boire un jus bio, ça c'est des grandes tendances un peu mondiales. Toujours on peut revenir sur cette question de bio pour essayer d'insister et créer d'autres métiers dans ces domaines-là. C'est intéressant, Oui, il y a beaucoup. Il y a dans le bio, il y a tout ce qui est aussi dans les équipements autour de la santé. Vous savez, aujourd'hui, quand on achète un scanner au Maroc, un scanner doit coûter, je pense, 1 milliard de centimes. 1 milliard de centimes. C'est un peu 1 million de dollars, hein, le coût. Quand on l'installe, quand on l'utilise pendant 5 ans, il nous coûte encore 1 million de plus. 1 million de dollars, hein, 1 million de dollars de plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des ingénieurs pour faire l'entretien de ces scanners. On est incapable de faire au moins la maintenance qu'on appelle la maintenance du premier plan. Donc voilà, une vis qui est déboulonnée, il faut juste rebrancher le câble et tout. Et pour cela, on a besoin de faire venir des ingénieurs parfois d'Amsterdam, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte. Voilà un peu les grands domaines d'emploi qui vont se présenter pour les 10 années à venir. Bien sûr, il y a les métiers légendaires qui vont continuer à se développer. Par exemple, les métiers autour de la finance, la haute finance, hein, avec notamment la création de la City casablancaise, bientôt, le développement de la finance islamique. Il y aurait des besoins énormes et importants dans tout ce qui est islamic banking, c'est la banque au sens, si vous voulez, que vous la voyez par exemple aux Émirats, en Arabie Saoudite, au Bégo. Voilà aussi un gisement important, la finance islamique. Oui, justement, je vais donner la parole à Reda dans quelques secondes. Effectivement, l'aéronautique, le Maroc est déjà en pointe. À Kenitra, il y a bien une usine
de transformation et surtout de production d'éléments disons, de pointe pour l'entreprise Boeing. Vous avez également la santé, et c'est vrai que vous faites allusion à la finance islamique. Alors juste un petit point, le Maroc ne l'appelle pas finance islamique, il l'appelle finance participative, parce qu'il est évident qu'il y a quelques réflexions à apporter quant au concept de finance islamique. Et alors, entre parenthèses, je vous invite effectivement à poser les questions en simultané si vous en sentez le besoin. Levez tout le bras et le micro viendra vers vous, comme ça il y aura une interaction avec la salle. Monsieur Reda, justement, on vient de parler des métiers de finance. Casablanca comme hub, comme carrefour international, c'est peut-être aussi malgré le malaise qu'il y a dans la finance mondiale. Est-ce que c'est une approche futuriste? Est-ce qu'on peut rêver d'un métier justement dans la finance au Maroc? Si vous permettez, avant de répondre spécifiquement à la question, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par les deux autres intervenants, par Mme Alaoui et Sissek, pour souligner un point très important. Souvent, quand on parle des nouvelles technologies et de leur impact, on parle de métiers nouveaux. J'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a des métiers nouveaux. Community manager, ça n'existait pas. Il y a 5 ans, on ne savait même pas ce que c'était. Aujourd'hui, on trouve des annonces, le poste est créé. Quand on parle de web help, ben, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe, etc. Donc il y a effectivement des métiers totalement nouveaux. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire surtout, une mutation profonde des métiers qui ont toujours existé. Et c'est là où je ferai le lien avec votre question. Parce qu'aujourd'hui, faire un métier de directeur des ressources humaines, d'enseignant, de directeur marketing, de responsable des affaires juridiques, etc., c'est des métiers qui existent toujours. À mon avis, ça existera encore dans les décennies qui viennent. Hein. Mais le contenu est radicalement différent par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. Par exemple, aujourd'hui, si je prends l'exemple des métiers du marketing, l'accès à l'information n'est plus un blocage. La nouvelle technologie, ce qu'elle a apporté, c'est qu'on a rapidement accès à l'information. Et quand je dis l'information, dans le sens large, l'information concernant les concurrents, l'information concernant le secteur, concernant la technologie, concernant la cible, donc le consommateur, le chômeur. Donc le métier doit se transformer en un métier qui réfléchit à comment générer de l'information, à un métier qui réfléchit à comment utiliser l'information. Aujourd'hui, le souci, c'est quelle information je vais prendre pour l'analyser et quelle information je ne vais pas prendre pour l'analyser. Parce que trop d'informations tue l'information, et il y a trop d'informations. J'ai vu une statistique dernièrement qui m'a impressionné, 2 chiffres à partager avec vous. En 2013, en moyenne, on crée en 2 jours, 48 heures, autant de contenu que ce qui a été créé depuis la création du monde jusqu'en 2013. Je ne sais pas si vous réalisez. Autant de contenu est créé en 2 jours que ce qui avait été créé, en tout cas formalisé, la création de l'humanité jusqu'en 2013. Et ça va en exponentiel, hein. Ça va s'accélérer. Ça atteindra une limite comme tout phénomène, mais on est encore loin de cette limite. Le nombre d'heures uploadées sur YouTube, il y a, je ne me rappelle plus du chiffre exact, tu l'as en tête, mais c'est plusieurs milliers d'heures par minute qui sont uploadées. C'est-à-dire qu'en 1 minute, il y a des milliers d'heures nouvelles de vidéos qu'on peut accéder. C'est impressionnant. 700 millions. 700 millions, 700 000 heures. 700 000 heures, je me dis ça même. Donc, alors qu'est-ce qu'on va en faire? Comment traiter cette information? Donc les métiers qui existent vont toujours exister, mais seront différents. Les intitulés seront les mêmes, mais le contenu sera fondamentalement différent. Par rapport à votre question en ce qui concerne la finance et la finance participative ou la finance islamique, on peut l'appeler comme on veut, je pense fondamentalement que ce soit la finance islamique ou d'autres métiers, le Maroc présente et présentera encore des opportunités par rapport à plusieurs raisons. Moi, je me rappelle quand j'étais, il y a quelques années, quand j'étais en école primaire, il y avait un terme qui revenait dans tous les ouvrages de géographie, c'est le mot géostratégie du Maghreb, la position géostratégique. Et franchement, pendant plusieurs années, j'ai appris sans vraiment la comprendre. J'ai commencé à réellement la comprendre il y a quelques années avec la nouvelle technologie. Et on se dit, ah tiens, il y a des choses qui sont intéressantes. Et le projet Tangemet, par exemple, qui fait du Maroc un réel hub de transfert de marchandises physiques, parce qu'il y a l'économie virtuelle, mais il y a l'économie réelle qui est là, on a besoin d'avoir de l'eau jusqu'à chez soi, donc on ne peut pas faire sur Internet demain. Donc les deux vont subsister et ils vont se transformer l'une l'autre. Et je pense que le positionnement du Maroc sur plusieurs métiers, c'est celle qu'on a cité certains, ne fait que démarrer et que créer des opportunités. Maintenant, c'est vous, les gens qui sont dans cette salle, vos pairs, hein, les gens qui ont votre âge, c'est votre génération, vous serez les patrons des entreprises de demain. Et pour ce faire, vous allez chacun suivre un parcours particulier.
vous allez faire des métiers différents. Et puis vous allez, pour certains, être salariés, pour d'autres être dans des entreprises libérales, et pour d'autres, vous allez être entrepreneur. Et c'est votre capacité à créer la valeur ajoutée de demain, ce que disait Mme Alaoui. On est dans un monde, qu'on le veuille ou pas, qu'on le refuse ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on est dans un monde capitaliste. C'est une notion de création de valeur ajoutée, de gagner de l'argent pour l'entreprise, pour ses actionnaires, mais également pour ses salariés, pour ses parties prenantes. C'est ce que vous serez amené à faire demain. Et pour le faire, il y a des métiers effectivement qui sont en train de changer fondamentalement, et j'insiste vraiment sur ça, parce qu'au-delà des nouveaux métiers, c'est la perception qu'on a du métier d'enseignant. Et je laisserai peut-être Mme Alaoui un peu plus tard parler de ça, mais l'enseignant d'aujourd'hui n'est pas celui qui apporte le savoir. À un certain moment, on ne savait pas ce que c'était une discipline X ou Y. Ou celle qui gît, il carré dans le sens de nous informer de ce que c'est. Aujourd'hui, moi il m'arrive d'intervenir des fois sur ces thématiques dans des milieux scolaires universitaires. Les gens ont déjà mis sur Google la thématique. Il y a 2 semaines, je faisais une intervention sur le brand management. La vingtaine ou la trentaine de personnes qui assistaient avaient déjà tous mis sur Google le brand management. Il y a des cours disponibles, des fichiers PowerPoint, des vidéos, etc. Ils avaient tout vu. Et donc on a passé plutôt les quelques heures, donc c'était une intervention sur 2 jours, à discuter de ce que cela veut dire réellement dans l'entreprise, quelles compétences ils doivent développer, plutôt que de leur apprendre que veut dire le mot brand et que veut dire la thématique du brand management. Donc le métier d'enseignant se transforme fondamentalement, par exemple. Et c'est quelque chose de fondamental, à mon avis, à garder à l'esprit. C'est que la nouvelle technologie ne fait pas qu'apporter de nouveaux métiers, mais changer fondamentalement ce que les métiers signifient. Merci. Bien sûr, bienvenue à vos questions, je le rappellerai à chaque fois. Madame Alaoui, justement. Les applaudissements en question, y en a-t-il autant que les applaudissements? S'il y a des questions, ça permettra effectivement d'avoir au moins la température de vos idées. Elle est courageuse. Les dames sont plus courageuses en général. Je propose qu'on passe à la deuxième question, parce que la première est difficile. Oui, c'est vrai. On passe directement à la deuxième. Voilà, premier. Le second intervenant peut-il se manifester en attendant? Ah d'accord. Très bien. Alors, bonjour pour votre... Merci d'abord pour votre présence. Veuillez vous lever, mademoiselle. Vous voir, voilà. Du courage, merci. Bonjour et merci pour votre présence. Je voudrais adresser la question à Madame Latifa. Alors, en tant que professeur universitaire, quelles sont les contraintes qui vont suivre tout au long de votre chemin? Et ce qu'il faut disposer pour réussir en ce métier? Merci. Le métier. Pour intégrer l'enseignement supérieur, donc il faut être docteur. Pour être docteur, vous savez, c'est un cursus surtout maintenant en système LMD. Vous savez, maintenant il y a des changements. Moi, j'ai fait l'ancien système, c'était un bac plus 6. Après, le doctorat entre 3 à 5 ans. Le cursus, je l'ai fait en 10 ans. Vous, maintenant, vous avez le système LMD, vous avez master, 5 ans, pour le doctorat aussi entre 3 à 5 ans, donc vous avez un cursus entre 8 et 10 ans, et une fois que vous êtes docteur, vous postulez pour un concours pour avoir accès au métier d'enseignant. Je donne un peu, c'est-à-dire un conseil de grande sœur et de grande amie à tout le monde. Il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que vous soyez-en sûr et certain que sur le chemin, c'est-à-dire que de n'importe quel métier, si on n'est pas passionné, on aura bien sûr des obstacles, on aura des difficultés, etc. Mais si on aime ce qu'on fait, on donne toujours et on essaye de s'améliorer, de donner toujours plus. Donc c'est un métier où il y a... tout à l'heure, moi j'ai assisté à la table ronde de la santé, mais c'est un métier où on touche un peu, on est humain, c'est-à-dire... moi personnellement, depuis que j'ai commencé l'enseignement, ça fait 14 ans déjà. Quand j'ai commencé, j'avais un amphi de 400-500 étudiants. Donc 400 à 500 étudiants que moi je motivais, parce que c'est pas que des visages devant moi, c'est des noms, c'est des personnes, c'est derrière tout ça. Donc il faut que je sois à l'écoute, que j'essaie de donner le maximum. C'est pas donner un cours et prendre un peu mon PC ou mon cartable et partir. Mais il faut qu'il y ait un feedback.
feedback, c'est-à-dire donner un peu le maximum de temps d'écoute active à ces personnes-là. Et après, créer une relation qui est là. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu un appel d'un étudiant qui était chez moi, ça fait 13 ans quand j'étais à Tanger. Il m'appelle pour me dire, tiens, madame, je suis mariée, je viens d'avoir un enfant, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'on voit un peu, ils ont réussi, ils sont déjà en poste. Il y a ceux qui sont partis aux États-Unis, ceux qui sont restés au Maroc. Donc c'est vraiment, ensuite cursus, on est aussi parents, enseignants, psy parfois, parce qu'on vient nous raconter parfois des choses hors qui n'ont rien à voir avec le cursus universitaire. Et du coup, donc, il faut avoir un cœur gros comme ça avant que le cerveau soit comme ça. Le banque se tertiarise, donc il y a davantage de services qui se mettent en place, les banques se développent aussi, la finance s'installe. Est-ce que vous conseillerez vos étudiants de choisir pour de telles filières justement pour l'avenir? Oui, il y a tellement, merci Sylvanel, en fait il y a tellement de spécialités dans le monde économique, énormément. Moi je peux en citer ceux qu'on a déjà, c'est-à-dire au sein de notre établissement, à savoir la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Sucy. On a des licences professionnalisantes, donc on a une licence en logistique et transport. C'est un métier d'avenir, comme a dit mon ami, c'est surtout avec le port MEC, parce que j'ai enseigné aussi à l'université MEC, c'est à Tanger. J'étais là déjà quand il y avait la construction de ce port. J'ai pas mal d'étudiants qui sont là, en poste, et qui ont de très bons postes. Donc la logistique et transport, le terrain au Maroc est vierge. Donc vous pouvez vraiment, c'est un métier d'avenir déjà. Vous avez aussi, on a une licence professionnelle en tout ce qui est métier, c'est-à-dire de la finance, c'est la géographie. On a aussi une autre licence professionnelle, donc tout ce qui touche aussi au marketing, donc ça, c'est des métiers de service. Et on a aussi des masters qui sont... Déjà, la plupart de nos étudiants, après, ils intègrent facilement le marché de travail. On a un master en management stratégique marketing de M. Chakour. Il y a aussi le master CCA contrôle comptabilité audit. C'est un master qui, vraiment, c'est une spécialité maintenant de renom. Donc la plupart viennent pour faire ce master. Il est aussi connu partout dans le monde. En France, la plupart font ce métier parce que c'est un métier d'excellence aussi. Il y a un autre master en finance pure et dure. Il y a aussi un autre master. Moi, j'ai lancé un master en ressources humaines, donc management stratégique RH. Donc la RH maintenant, parce que le Maroc, au fait, on est dans un système hybride. Donc comme j'étais en hybride, c'est-à-dire la fonction administrative, on fait que de la gestion, un peu de la paix, des congés, etc. Mais on ne va pas un peu la gestion des carrières, on ne voit pas les personnes, un peu comment ils fonctionnent, comment les motiver, comment les garder au sein de l'entreprise, comment créer de la valeur ajoutée, comment éviter le stress et tout ça. Donc c'est vraiment aussi un métier d'avenir, si on est dans ça, d'accord ? Donc il y a énormément de spécialités, donc il y a aussi tout ce qui est, bon, I, donc on peut rajouter le I sur toutes ces spécialités-là, donc parce qu'il y a le e-marketing et tout, donc on a tous les développeurs et tout. On a aussi un master qui est maintenant porteur, parce que je rebondis un peu sur ce qu'a dit Talal, c'est maintenant on est dans une phase de crise. Il faut le dire, depuis 2008, le monde entier est en crise. Et qui dit crise, dit chômage. Et donc le chômage est là, il bat son plein partout dans le monde. Le dernier chiffre, on peut donner le chiffre d'Espagne, ils sont à 22% de chômage, c'est un taux exorbitant, c'est horrible. Et donc là, nous aussi, on souffre du chômage. Donc au lieu de penser, bon je reviens aussi, je rebondis à ce qu'a dit un peu mon ami, c'est-à-dire de penser être des salariés. Sincèrement, je vous pousse à créer votre entreprise.
Donc pour voir, j'ai 3 jeunes étudiants avec moi ici qui sont venus avec moi de Rabat. Ils sont en master entrepreneuriat développement international. Et c'est un master qu'on a lancé avec GEM École de Management de Grenoble. Donc c'est des étudiants qui viennent avec déjà un projet de création d'entreprise. Et on travaille avec eux ensemble pendant les 2 ans. Et en fin de cursus, ils ont déjà leur business plan, leur projet, etc. pour sortir créer leur entreprise directe. Je peux vous partager avec vous une expérience l'année passée. Pour la première fois, une faculté d'économie et de droit au Maroc innove. Et grâce aux étudiants du Master Entrepreneuriat et Développement International, je travaille avec toute l'équipe et on a eu 3 dépôts de brevets à l'Ampic. Donc, pour que ces étudiants sortent déjà, pas seulement avec une création d'entreprise, mais avec carrément un nouveau procédé ou processus ou produit qu'ils vont mettre et lancer sur le marché. Donc, pensez à l'entrepreneuriat via les autres services, c'est-à-dire vous pouvez créer votre entreprise. Sur la première partie de votre question, concernant ce qui passe par le salariat ou l'entrepreneuriat, je pense que ça dépend de beaucoup de paramètres. Premièrement, ça dépend de la personne elle-même. Et deuxièmement, ça dépend du projet. Dans certaines expériences, il s'avère qu'un passage par le salariat est indispensable. Ça permet d'affûter ses armes, de développer ses connaissances, mettre en place un réseau, peut-être épargner un peu d'argent pour lancer votre business. Et je pense que le meilleur schéma de passage du statut de l'étudiant à l'entrepreneuriat, et puis ça s'est prouvé ailleurs, c'est lorsqu'on est sur des projets d'innovation. Dans les projets d'innovation, certes, oui, il est possible de se lancer directement dans son projet, bien sûr, sous réserve d'avoir un business plan qui est bancable, qui est valide. Dans des schémas de business classiques, personnellement, je recommande à mes amis de faire un passage d'abord par le salariat, que les Américains, je pense, appellent ça, c'est bien finishing school. Hein. Il faut faire un finishing school, c'est-à-dire faire 2, 3 ans, 4 ans, voire même 5 ans, 8 ans, dans une entreprise pour un peu se préparer mieux à l'entrepreneuriat. Je me suis rappelé quelques statistiques intéressantes, parce qu'on parlait, je reviens un peu au début de notre table, si vous le permettez, quand on parlait de l'économie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de délimiter cette économie. C'est plutôt aujourd'hui ce qu'on peut dire, c'est que toute l'économie, il est construite autour du I, à travers soit l'utilisation de Internet, la communication par mail, l'utilisation des logiciels. Et j'ai un exemple un peu spectaculaire, mais bon, il est très parlant. Vous connaissez le Dreamliner, l'avion, oui, le dernier Boeing 787. Alors le projet de développement de cet avion, il a coûté pas moins de 21 milliards de dollars. Hein. C'est pas bien de zéro si on réduit dans le centime. C'est le PIB d'un pays africain. Appartenant dans l'Europe, je peux expliquer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet qui a duré entre 6 à 7 ans de développement, 35% de cet argent a été consommé dans des bureaux, pas dans des usines. Le 1/3 du budget, donc entre 2 et 3 ans, il y avait un staff pas moins de 25 000 personnes qui travaillaient derrière leurs ordinateurs. Donc dans la conception, dans la réflexion, et non pas dans la fabrication. Donc on est arrivé aux usines, aux machines, le moule, tout ce que vous voulez, le pince, le ciseau, machin, qu'après 3 ans de réflexion. Ces 3 ans ont coûté pas moins de la bagatelle de 7 milliards de dollars. Ils ont fait travailler 25 000 personnes. Ces 25 000 personnes étaient réparties dans 11 pays. Dans 11 pays, sur pas moins de 167, j'ai pas le chiffre, 167 ou 167 sites de réflexion. C'est dire toute l'importance de cette économie. Voilà, l'avion c'est tout ce qui est palpable, c'est 787, il me semble 2-3 fois cette salle, hein, la dimension, hein, avec les ailes bien sûr. Hein. Avec les ailes, ça doit faire 2-3 fois cette salle. C'est une fabrication ultime, si vous voulez, c'est l'ultra-net de toutes les technologies que vous connaissez pas. Et voilà, dans ce projet-là, on a passé quand même le 1/3 du temps, le 1/3 de l'argent, le 1/3 de l'énergie a été passé dans des bureaux et pas dans des usines. C'est dire toute l'importance de ces métiers qui se sont tissés autour des
technologies de l'information. Merci. Justement, va rebondir monsieur Radatal, mais juste avant lui, effectivement, plutôt on va vous laisser répondre et rebondir. Et ensuite, ma question, pour que je ne l'oublie pas, et pour Madame Alaoui, justement, quel choix on devrait faire pour justement suivre cette e-économie de manière concrète? Vous y réfléchissez, mais ça sera monsieur Tal qui va rebondir sur l'intervention de monsieur Sanelal ici. En fait, je voulais insister sur un point qui est fondamental pour vous. On est là d'abord pour vous apporter des sujets de réflexion, pas des réponses, mais en tout cas des sujets de structuration de votre réflexion. Ce que nous voyons comme phénomène de changement, de mutation profonde des métiers, de l'économie, ce que Samuel Selk a décrit en parlant de l'entrepreneuriat, du salariat, de l'importance de considérer qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai un projet suffisamment innovant ou pas, etc., ramène à une réflexion fondamentale qui est la notion de parcours professionnel. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour gagner votre vie à l'avenir. Il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de réponse unique, et il n'y a pas une réponse par étape en disant A, B, C, D, E. On a vu des gens, vous en connaissez, il y a des success stories qui réussissent très bien sans diplôme. Bill Gates, Steve Jobs, etc. Il y a des gens qui, malgré les diplômes, ne réussissent pas. Ce n'est pas les noms qui manquent, je ne vais pas les nommer. Mais il y a de tout pour dire que, est-ce que l'université, est-ce que l'enseignement est important? Est-ce que l'université est importante? La réponse est oui. Ça reste une valeur sûre, ça reste un parcours assez cohérent pour pouvoir développer des compétences, un savoir-faire, un savoir-être, qu'il ne faut pas sous-estimer d'ailleurs, hein, parce qu'au-delà du savoir-faire, il y a le savoir-être qui est fondamental. Mais au-delà, on se pose la question de qu'est-ce que je veux en faire. Quand je choisis une filière pour étudier telle matière ou telle discipline, pourquoi je le fais? Comment cela s'intègre dans mon projet? Qu'est-ce que je veux faire par la suite? La même chose, les stages. Quel stage je veux faire? C'est faire dans une grande entreprise, petite entreprise, département finance, marketing, commercial, etc. Ce pas des choses qui devraient être des choses subies. Ça doit être réfléchi, ça doit être intégré. Et ça vous permet, tout à l'heure je disais trop d'informations que l'information, trop d'options tue les options. Donc plus on est précis sur la réflexion de ce que j'ai envie de faire, plus ça me permet de savoir ce que je ne vais pas faire. Et s'il y a des choses qui se présentent à moi qui ne sont pas cohérentes avec mon projet, ben je ne dois pas les faire, je ne dois pas mettre de l'énergie derrière, je dois les éviter et passer à autre chose. Et c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce que dans le monde que nous sommes en train de décrire, qui est le nôtre, qui est le vôtre, qui est le monde dans lequel vous allez évoluer, ben, l'incertitude est une composante indispensable. On ne peut pas dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans. Personne n'avait prédit ce qui est en train de se passer aujourd'hui en termes de mutation des métiers de l'entreprise, en termes de mutation des technologies, etc. Et donc c'est important de se préparer en se disant, je ne vais pas tout savoir, mais il est important que je sache un minimum pour que je puisse donner du sens au parcours professionnel que je souhaite avoir et maximiser ce que les anglophones disent odds of success, hein, je traduirais ça peut-être par chance de succès, mais bon, c'est pas exactement le même sens. Comment les facteurs clés de succès, oui, éventuellement, merci Madame Alaoui, comment est-ce que je peux me donner un maximum de chance pour que mon projet, qui est d'abord un projet de vie, avant d'être un projet professionnel, comment je veux vivre, comment je veux gagner mon argent, dans quel environnement je vais évoluer, comment est-ce que je peux lui donner du sens et maximiser mes chances de réussite à travers mes choix de filière, mes choix de stage, mes choix d'intérêt personnel, hein, parce qu'il y a des gens qui ont développé leur business à travers leur passion. Et ça, c'est quelque chose également d'important. Et qui peuvent créer de la valeur ajoutée en suivant leur passion. Et donc, ce sont des choix qu'il faut affronter. Et comme vous êtes dans un monde où Internet est transportable, hein, tout le monde dans les smartphones, on rentre à la maison, il y a le Wi-Fi, mais en dehors de la maison, il y a la 3G, etc. On est souvent occupé à réagir à ce monde-là. Et on ne passe pas suffisamment de temps à se poser des questions, qui sont des questions fondamentales, parce que si vous n'y répondez pas, personne n'y répondra pour vous. Donc prenez le temps de vous déconnecter. Et il y a des expériences, hein, je vous invite à voir ça sur YouTube, des gens qui ont fait le choix de se déconnecter d'Internet pendant 1 an, et qui restituent leur expérience. Des fois c'est profitable. Bon, je ne vous dis pas de le faire 1 an, mais faites-le un week-end, réfléchissez, et reprenez votre activité normale. Voilà. Ça va être difficile. Merci. Justement, Madame Alaoui, j'avais cette question, je suis un élève de terminale et je suis inquiet et je voudrais effectivement avoir une réponse. Est-ce que le Maroc propose que
que propose-t-il pour suivre ce type de carrière? Est-ce que c'est encore un projet ou est-ce que je peux, moi, dès le mois d'avril ou mai, faire un choix pour suivre cette e-formation, cette technologie? Est-ce que c'est concret véritablement? Je réponds à votre question, c'est Dalal. En fait, pour l'enseignement supérieur, en fait, c'est hybride. En fait, ça dépend. On a plusieurs universités sur le territoire. Et donc, il y a des projets, c'est-à-dire des projets pour les présidents d'université. Donc, chaque université fonctionne avec ses objectifs. Moi, je peux parler de notre université. En fait, pour notre président, qui est M. Mrabet. M. Mrabet, c'était parce que c'est un ingénieur à la base. Il a tout fait pour qu'il y ait un cours en ligne. D'accord? Bon, pour notre établissement, surtout pour les établissements à accès ouvert, parce que nous, je peux vous donner des chiffres au sein de notre université. L'université Mohamed V Suissi, Rabat, elle compte 27 000 étudiants. Et 15 000 étudiants sont au sein de notre établissement, à savoir la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Donc c'est énorme. Donc, vu l'effectif déjà énorme qu'on a, et vu aussi l'effectif d'enseignants qu'on a, on n'a pas assez d'enseignants. Certes, on a essayé de mettre en place ces cours en ligne pour aider l'enseignant à faciliter bien sûr l'information pour l'étudiant, mais on n'a pas, c'est-à-dire c'est pas généralisé. Il y a quelques enseignants, notamment en première année ou en deuxième année ou en troisième année, ça dépend des filières, qui ont mis qui ont suivi déjà. Moi-même, j'ai suivi une formation, parce qu'on a suivi une formation, comment mettre c'est-à-dire notre cours en ligne, et comment transformer, et je rebondis un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, pour le métier d'enseignant, c'est vrai, c'est une autre manière carrément d'enseigner, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Ça prend beaucoup de travail pour l'enseignant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, c'est tout un cursus qu'on met, c'est toute une plateforme et toute une méthode. Comment enseigner, c'est-à-dire en ligne. On met le cours, on donne des exercices, on répond, et c'est-à-dire une fois que tu réponds au premier exercice, donc tu as validé, tu passes au deuxième, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est comme on dit, validation des acquis. Et là, ça prend beaucoup de temps, ça existe. On a essayé aussi de mettre hybride, c'est-à-dire une partie du cours présentiel, une autre en ligne, mais à 100% là pas encore. Donc ça demande beaucoup d'efforts de la part des enseignants, ça demande aussi beaucoup de temps, et donc ça vient. Et on n'a pas un cours en ligne directement, pas encore. Bien, merci. Avant de redonner la parole à M. Samuel Sadik, est-ce que vous avez quelques questions éventuellement? Je vois des bras levés. Est-ce qu'on peut transmettre le micro, s'il vous plaît? Allez-y. Le micro ne fonctionne pas. Ça marche. Merci. Bonjour. On va en prendre 2 ou 3, d'accord? Comme ça, l'assistant pourra y répondre, s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre présence. Ma question, c'est, on sait que des formations, c'est bien de se former, mais pour les gens qui veulent entreprendre, quel est concrètement le secteur ou les secteurs les plus porteurs en ce moment? Parce que pour entreprendre, il ne s'agit pas seulement d'être quelqu'un d'intéressant ou d'avoir le profil adéquat, c'est aussi une question de marché. Alors ma question, elle est dans ce sens. Où investir? Où entreprendre? Merci. Merci à vous. Une autre question, je pense que Rosette, est-ce qu'on peut leur dire? Allez-y. Bonjour. Alors, moi, si je suis un étudiant à l'ESCAE, je voudrais rebondir sur le marché de travail. Je voudrais savoir si, effectivement, il y a une différence entre, par exemple, un diplômé en marketing de la faculté et un autre diplômé d'une école privée comme l'ESCG ou l'ESCAE. C'est tout. Merci. Je rappelle que ce jeune homme fut mon étudiant et j'en suis bien fier. Merci, monsieur. Voilà. Allez-y. Troisième question. Un micro devant, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Bonjour. J'ai pas vraiment une question, mais juste un point de vue. Au niveau, moi, je suis étudiant, je fais un DTS en commerce. Donc là, sérieusement, je poursuis une formation d'alternance.
Et pour réussir sa vie, normalement, il faut passer par des expériences au niveau professionnel. Et pour nous, on a un cursus qui est basé sur 1 mois de stage et 1 mois d'études. Donc ce qui fait pour les mois de stage, on est obligé de faire des stages au niveau des grandes entreprises. Et parfois, on n'a pas la possibilité. Genre, on est obligé d'être pistonné pour s'intégrer dans une entreprise. Donc c'est là, si on reste dans cette mentalité et tout, donc là, sérieusement, on va pas avancer. C'est le système qui vous gêne. Exactement. Donc là, sérieusement, on souffre au niveau de l'éducation supérieure. Donc, et en plus, on est noté dessus. Donc là, sérieusement, j'aimerais un peu plus de sérieux, genre, parce que quand on va passer un stage au niveau d'une grande entreprise, on est délaissé, il n'y a pas une poursuite, genre ils sont pas chauds pour nous faire passer l'information. D'accord, votre message concernant l'attitude des entreprises, certaines, pas toutes de toute façon, vis-à-vis des stagiaires est noté. Bien, merci monsieur, mademoiselle, allez-y. Bonjour. S'il vous plaît, je veux savoir comment le numérique favorise l'avènement de l'e-économie et l'émergence de nouveaux métiers de l'entreprise et son incidence sur le développement de profils immédiats de demain. Merci. Bien, alors on a eu un petit peu le tour des questions avec où investir, quels domaines sont les plus propices. C'est vrai qu'il y a un certain délaissement de la part des entreprises dans l'encadrement des jeunes qui attendent. Vous parliez de passage obligatoire des salariés sur le plan des jeunes par rapport à l'entreprise, d'abord passer sur 3-4 années. Lorsque l'entreprise ne joue pas le jeu, c'est aussi délicat. Et c'est vrai également avec le lien entre la e-économie et le monde réel du métier. Alors, vous pouvez évidemment intervenir de manière libre. On écoute s'il vous plaît les réponses des intervenants, des bien gentils. Merci. Moi, je reviendrai dans la première question. La question par rapport au secteur. En fait, c'est une question à laquelle la réponse est très simple. Tous les secteurs s'entraident à l'entrepreneuriat. Tous, sans exception. On prend le secteur, si vous voulez, un peu le plus difficile, le plus sophistiqué, le plus verrouillé du point de vue réglementaire, qui est de l'avant. Et aujourd'hui, on peut toujours créer une bonne participation. Donc, en fait, la question se pose, c'est que dans quelle dimension, quelle est la dimension que je cherche? La dimension de l'opportunité que je cherche. Il y a toujours des opportunités dans le transport, mais aujourd'hui le transport est un métier hyper capitalistique. Donc, vous voulez vous installer dans le transport, mais est-ce que vous avez 500 millions de dirhams à arranger? Dans la logistique aussi. Alors moi je pense que si on est dans la configuration du jeune entrepreneur qui veut se lancer, je le répète encore une fois, il faut aller chercher des créneaux d'innovation. Pourquoi? Parce que l'innovation, la première chose qui va vous faciliter, c'est qu'elle va réduire le poids du capital dans le business plan que vous allez préparer. Deuxièmement... Peut-être une start-up aussi. Oui, une start-up. On va présenter aux élèves le principe, si vous voulez bien. Le principe de start-up, si vous voulez, c'est quoi? C'est 3 ingrédients pour faire une start-up. Une start-up, il faut des fondateurs qui sont super passionnés. Et l'expérience, l'histoire nous a enseigné que pas forcément super bien formés, mais surtout super bien passionnés. Bien sûr, formés, c'est indiscutable, il faut disposer des outils, des savoirs, des connaissances. Donc d'abord, c'est une équipe passionnée. Deuxièmement, c'est un projet exclusivement basé sur l'innovation. Et même sur l'innovation, on parle aujourd'hui d'un autre sous-critère dans le critère de l'innovation, qui est une innovation de rupture. C'est-à-dire que vous allez, franchement, vraiment essayer d'inventer ce qui n'existe pas. C'est à peu près ça. Hein. C'est un peu l'idée de Facebook. Hein. Vous regardez fondamentalement le business model ou l'idée, le concept de Facebook, c'est quelque chose qui n'a pas existé auparavant sur Internet. Donc vous avez une équipe passionnée, deuxièmement une idée d'innovation, transport, là, bon, tout ça c'est pas l'agroalimentaire.
tout ce que vous voulez, si tout cela, ça existe. Hein. On peut même l'emporter aussi aujourd'hui, moins cher que de produire. Donc il y a de l'innovation. Et la troisième idée, c'est le contexte. Ce qu'il faut savoir, le contexte, c'est le contexte de l'entreprise, hein, c'est l'environnement de l'entreprise. S'il vous plaît, merci de rester silencieux. C'est l'environnement de l'entreprise de manière générale qui est en train de s'améliorer au Maroc. Ce qui a fait le succès des startups qui ont marqué l'histoire de ces 20 dernières années, je le répète encore une fois, une équipe passionnée, une idée d'innovation, et puis le contexte très favorable, notamment la présence des investisseurs, une nouvelle race d'investisseurs, des business angels. Donc c'est des gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à le parier à risque dès le départ. Hein. Ils ne font que cette espèce au bled pour pouvoir, si vous voulez, inventer des modèles. C'est aussi une entreprise qui ne nécessite pas beaucoup de capital. Non. Voilà. Au départ, non. C'est ça qui est intéressant. C'est important. Mais malgré ça, le capital aussi, il faut qu'on relativise. Quand on dit 250 000 dirhams, soit 25 000 $, c'est pas le même poids. Et les gars de Google, quand ils ont commencé, il y a un mec qui est venu, qui a mis sur la table 150 000 $ et qui l'a oublié. Partout. C'est tout. C'est comme ça qu'il a réagi. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir des projets d'innovation. Maintenant, les secteurs, bien évidemment, dans le secteur de l'IT, dans le tourisme aussi, il y a encore pas mal d'idées qui ne sont pas capitalistiques, qu'il faut aller chercher autour de métiers de la santé. Et il faut éviter, bien sûr, c'est tout ce qui nécessite, d'abord, ce qui nécessite un capital important, et là où il y a les cycles d'activité qui sont longs. Quand jeune entrepreneur, je ne pense pas que le FLAHA serait le meilleur secteur. Hein. Le cycle, c'est 12 mois. Et vous aurez besoin d'alimenter le fonds de roulement. Et puis, ça va être en tout cas très très complexe. La métallurgie, l'industrie, les développements informatiques lourds, tout cela, ça nécessite. Alors ça, c'est pour le moi, je voudrais rajouter juste une dernière fois, si vous le permettez, pour rebondir ce que disait Pablo tout à l'heure. Aujourd'hui, quels que soient les outils de diagnostic, les experts qu'on vous ramène, on ne peut pas vous répondre à la question quel diplôme va me garantir une belle carrière. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui change tellement. Il y a tellement de contraintes, il est tellement imprévisible que je peux vous dire qu'aujourd'hui, la finance islamique ou la finance participative, comme la loi d'ailleurs l'a appelé, je ne sais pas pour quelle raison, participative. Est-ce que le Maroc ne veut pas relier la finance avec Sharia, justement, et les oulémas sont révoltés, le roi est intervenu, c'est tout un dossier, c'est pour ça qu'on l'appelle participatif. D'accord. C'est techniquement la différence. D'accord. Alors, mais aujourd'hui, ce qui vous garantira, Inch'Allah, des carrières, effectivement, c'est avoir des spécialités, des diplômes qui sont solides, mais le mot d'ordre, et Bill Gates vient de le dire dans une conférence du 27 janvier, lors de passation de la présidence de Microsoft, agility, l'agilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une formation de base, mais il me faut toute la batterie des compétences complémentaires. La batterie des batteries de compétences complémentaires. Vous avez la première batterie qui est les langues, la deuxième batterie qui est les technologies de l'information, exactement. La troisième, c'est une culture générale très large. Parce qu'aujourd'hui, statistiquement en France, je ne sais pas quel est le degré de la validité de cette étude, mais on dit que 4 cadres sur 10 ne sont pas employés dans leur spécialité de base. 4 cadres français sur 10, ils sont employés dans autre chose. Et pour améliorer votre employabilité, donc au-delà des diplômes et tout, encore une fois, c'est l'agilité, donc c'est les langues, c'est la culture générale, c'est l'ouverture d'esprit, c'est un peu tout ce qu'on vous prépare là quand vous faites les activités parascolaires et tout cela. Donc c'est des attitudes aussi personnelles qu'il faut se développer, le courage, le leadership, la capacité de gérer le stress, la capacité d'échanger dans le milieu interculturel, tous ces éléments-là, c'est ça ce que Bill Gates a fait, agilité, c'est ça aujourd'hui ce que permettrait à un cadre de dépasser la contrainte d'être dans la finance islamique et de ne travailler que dans une banque de
finance islamique. Ça lui donnerait la capacité de travailler dans une autre banque, mais il veut travailler à Centrale laitière, à travailler à l'ONCR, travailler à Royal Air Maroc, travailler. Donc le mot agilité, il faut le retenir, ça serait la réponse. Quel diplôme va m'assurer une belle carrière. Deuxième élément important, c'est une carrière, c'est comme dans un film. C'est des moments. Une carrière, c'est pas une autoroute. C'est pas une autoroute. Ça me rappelle. C'est pas une autoroute. Je ne peux plus parler de politique initiale. Une carrière, c'est des moments. Il faut l'agilité, c'est ça la tête de l'agilité. C'est l'agilité et va vous donner la capacité qu'à chaque moment fort dans ce parcours, pouvoir s'adapter, pouvoir rebondir, pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il est Harvard ou il est X, il n'a jamais été viré, hein, qu'il doit reprendre après. C'est pour cette raison que vous incitez sur la créativité, sur la réactivité, la polyvalence, voilà. sur des qualités que vous avez sur le diaporama. C'est important parce que justement le système scolaire dans lequel nous vivons, effectivement remplit des têtes souvent, mais très fréquemment on oublie qu'il y a une culture de soi, sa personnalité, ses voyages, le fait d'assister à des conférences variées, de voir des expériences, de vivre des moments difficiles. C'est pour cette raison que vous insistez sur le fait que le diplôme ne garantit que peu votre avenir. Je suis ingénieur et j'ai vu depuis 17 ans, je pense maintenant 15 ans, que j'ai quitté l'école, j'observe toujours les parcours de chacun, notamment les éléments brillants qui ont toujours brillé. Ce n'est pas des parcours qui sont toujours linéaires. Ce ne sont pas toujours des parcours qui sont parfaits. Le premier de l'école n'est pas le mieux payé aujourd'hui, si vous voulez. N'a pas le poste le plus brillant aujourd'hui. C'est dire l'importance de ces valeurs que vous voyez là qui complètent. Je vous rappelle quand je rentrais à mon école d'ingénieur, on nous disait la première école était classée, c'était l'école des pilotes de ligne. Je vous rappelle bien, c'était en 92. Toute cette promotion à l'ENPR, ils n'ont pas été embauchés que lorsqu'on avait terminé le cursus, plus 5 ans. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas plus 10, le jour où ils ont touché le premier salaire. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y avait des retombées de la guerre du Golfe. Les compagnies aériennes ne recrutaient pas de pilotes. C'est tout. Ils sont au chômage. C'est un peu difficile de concevoir un pilote brillant. En plus, il ne voit gros gosse, il lui rêve un peu. Mais il est au chômage. Comme ils le sont aujourd'hui aux États-Unis, il y a plus de 100 000 pilotes au chômage. Ils sont payés $30 000, 36 000 $, non. C'est rien du tout. C'est un SMIC marocain. C'est aujourd'hui, on ne peut pas vous dire qu'il est le diplôme qu'il faut suivre mais ce qu'on peut vous dire, quelles sont les aptitudes, quelles sont toutes les compétences complémentaires que vous pouvez développer et préparer, et ce qui serait une arme complémentaire. Excusez-moi si j'étais trop. Justement, je souhaiterais la réaction de M. Talboïda. En tout cas, merci pour les différentes questions. Je partageais avec vous une réflexion très simple. Dans le monde d'entreprise, les entreprises qui gagnent, c'est-à-dire qui créent de la valeur ajoutée, qui sont pérennes, c'est un élément important, sont des entreprises qui ont répondu à deux questions très simples. Et pour réussir dans votre carrière, il faut répondre aux mêmes questions. Il n'y a pas de secret. Alors, je vais le dire en anglais d'abord, parce que c'est pour ça que je les ai appris. C'est le where to play, how to win. Where to play, c'est où est-ce que je vais jouer, et how to win, comment je vais gagner. Généralement, et ça répond à la première question de où est-ce que je dois entreprendre, le where to play, où est-ce que je vais entreprendre, c'est une question, j'avais complètement ce que disait Cissel. Tous les secteurs sont bons. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas des secteurs, y compris le flaha. J'ai un avis un peu différent de celui de Cissel. Y compris le flaha. Très sincèrement, j'ai vu de brillants entrepreneurs réussir dans le flaha. Mais ce qui est le point commun entre toutes les personnes qui ont réussi, ce n'est pas le where to play, ce n'est pas le secteur, c'est le how to win. Qu'est-ce qu'ils ont fondamentalement de différent? Quelle est la valeur ajoutée? Quel est ce que les anglophones appellent le competitive edge? Quel est l'avantage concurrentiel que je vais apporter? Et qui, dans beaucoup de cas, et je rejoins parfaitement sur ce point-là le système,
et une innovation de rupture, hein, contrairement à une innovation d'incrémental, de culture incrémentale. Qu'est-ce que je vais apporter à ce marché-là qui va faire que je vais, moi, gagner sur ce marché-là? Si je prends l'exemple du sport, tout le monde peut faire du foot. Tout le monde peut jouer au foot. Ce n'est pas... moi, le plus jeune de mes enfants à 2 ans, il joue au foot. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va être un Messi de demain ou un Ronaldo de demain. Qu'est-ce qu'il a de fondamentalement différent qui, une fois sur un terrain de foot, va faire qu'il va être un joueur brillant? C'est exactement la même question qu'il faut se poser pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le secteur qui est déterminant, mais c'est l'apport, la valeur ajoutée, l'avantage concurrentiel que l'entrant dans ce secteur va apporter et qui va vous permettre de réussir. Et là, et ça me permettra un peu de balayer les différentes questions, le diplôme ENCG, l'ISCAE par rapport à la faculté, etc. C'est vrai que c'est pour certains postes bien spécifiques, si vous voulez aujourd'hui aller à une entreprise bien identifiée qu'on appellera entreprise X, ben, peut-être qu'ils ont une grille interne qui va faire qu'ils vont voir les CV des lauréats de l'ENCG et de l'ISCAE, et ils ne vont même pas voir les lauréats de telle autre école. C'est leur grille interne, valeur aujourd'hui. Donc si vous ciblez cette entreprise-là, il vaut mieux faire une école qui fait partie de l'univers du possible de cette entreprise-là. Mais pour réussir dans la vie, c'est différent. On n'est pas obligé d'être diplômé d'une école particulière pour réussir dans la vie. Mais, je le redis, par rapport à certaines entreprises, certaines structures, il vaut mieux être dans la cohérence par rapport à leur mode de sélection interne. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, moi je connais un des entreprises, une partie de ma carrière j'étais chez P&G, Procter & Gamble, et l'un des vice-présidents de Procter & Gamble que j'avais connu. Alors tenez-vous bien, ce que je vais vous raconter une histoire derrière, est un diplômé de lettres qui a démarré sa carrière en tant que coach de fitness. Donc il a travaillé dans certaines salles de sport, et il se retrouvait dans la salle de sport de Cincinnati aux États-Unis, qui est le siège de P&G. Et il discutait avec les gens qui venaient, donc il coachait des marketeurs, des financiers, des industriels, etc. Il discutait. Et il s'est intéressé finalement aux sciences sociales, et tout en faisant son boulot de coach, ben, il a développé une formation parallèle en sociologie. Et il a démarré son premier job dans cette boîte en tant qu'assistant brand manager, chef de marque adjoint. Et il a fait toute sa carrière jusqu'au poste de vice-président d'une boîte qui pèse 80 milliards de dollars. C'est brillant. Pour dire que des fois, des reconversions, clairement, moi je connais des gens qui ont réussi à avoir de bons stages, à être bien encadrés, à développer des compétences pendant leur stage. Et je connais d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Après, le monde est ainsi fait. Charge à vous, par contre, une fois que vous accédez à une opportunité, de la transformer en valeur ajoutée pour vous. Et ça, par contre, je l'ai vu aussi. J'ai vu des gens qui ont eu accès à de superbes opportunités dans des entreprises qui encadrent leurs stagiaires, qui leur donnent l'opportunité d'apprendre, et qui s'en fichaient un peu, qui venaient en retard, qui essayaient un peu de faire le sous-marin, tant qu'on ne donne pas du boulot, tout va bien, etc. J'ai dû, moi, dans ma carrière, arrêter des stages de gens brillants, de grandes écoles, pour ne pas les nommer école de commerce française, hein. J'ai eu un étudiant de l'ESSEC brillant, et qui, pourtant, n'avait pas la bonne attitude. J'ai arrêté son stage parce que ça ne m'intéressait pas de passer du temps avec quelqu'un qui ne méritait pas que je passe du temps avec lui. Donc c'est aussi charge à vous de transformer les opportunités qui vous sont créées en opportunités d'apprentissage. Et puis, bon, dans la vie, et c'est ce que disait Cicère, hein, c'est des moments. On ne peut pas apprendre tout le temps à la perfection, être super bien encadré. Donc oui, par moments ça va être super, par moments ça va être très difficile. Ben, charge à vous de savoir vous adapter. Et même dans les expériences les plus difficiles, généralement elles sont apprenantes. Donc c'est là aussi où il y a une réflexion à avoir à votre niveau sur comment je transforme les opportunités que mon environnement me donne en occasion d'apprentissage et de développement personnel. Merci, monsieur Ladata. Justement, madame Alaoui, est-ce que, je vous demande d'être bref parce qu'on va entamer les questions-réponses, est-ce que l'université n'est pas coupable aussi de former de manière un peu maladroite des jeunes pour une vie pratique quelque part entrepreneuriale? Parce qu'on est à l'université, on a un savoir, on a des connaissances, on a très peu de pratique. Est-ce que quelque part, il y a aussi une culpabilité de cette institution? Je sais que ça va être difficile pour vous de la critiquer, mais faites-le.
Merci beaucoup pour cette belle question. Parce que là, moi, je suis en tant qu'enseignante ici, hein, je n'ai pas la casquette de responsable, d'accord, sur tous les plans. Hein. Donc là, au fait, moi je rebondis, je peux participer à la réflexion. Je ne vais pas répondre à cette question parce qu'au fait, déjà, l'université, je vous ai dit, l'université, tout à l'heure il y avait la table ronde, il n'y a pas seulement que la faculté de droit, il y a la faculté de médecine, il y a les écoles d'ingénieurs, il y a les grandes écoles de commerce. Et donc, toutes ces écoles-là, normalement, ils prennent les meilleurs. Donc, avec la sélection, etc. Donc, c'est la crème, elle part ailleurs. Et ceux qui restent, qui n'ont pas réussi un peu à exceller ou à avoir leur concours, donc ils viennent chez nous. Donc quand ils viennent chez nous, moi je parle de notre établissement, bref, les autres, on sait très bien qu'après, c'est-à-dire l'employabilité de ces lauréats, de ces futurs lauréats, elle se fait. Mais bon, je rebondis avec sur ce qu'a dit mon ami, c'est que c'est pas automatique, parce que personnellement, avec le recul et avec le peu d'expérience que j'ai, on a des lauréats, parce que moi j'ai fait et fac de droit, c'est-à-dire et ENCG. J'étais aussi enseignante à l'ENCG Trétra, et pas forcément, c'est-à-dire que si on est issu de l'ENCG, forcément on va trouver du travail et on est meilleur. Parce que je suis aussi à la fac de droit et on a des étudiants qui sont brillants, des étudiants qui ont innové. Je peux citer, il y a des étudiants qui ont même trouvé du travail avant qu'ils soutiennent, surtout la première promotion de l'entrepreneuriat. Ils sont partout déjà. Ils ont trouvé du travail avant qu'ils soutiennent leur mémoire ou leur projet de fin d'études. Donc il y a toujours, c'est-à-dire comme je peux vous dire, certes il y a une responsabilité de l'université, une responsabilité du corps enseignant, mais il y a aussi une grande responsabilité de réussite qui est bien sûr liée à l'étudiant. Parce que l'étudiant, moi vous m'excusez le terme, mes chers amis ou étudiants, moi les petits, et surtout ceux de première année, je les appelle les bébés gonflés d'âge. Pourquoi je les appelle les bébés gonflés d'âge? C'est que quand même, quand ils arrivent, vous avez 17 ans, hein, vous avez 18 ans, donc normalement à 17-18 ans, on arrive à l'âge adulte. Donc l'âge adulte, il faut que vous preniez aussi en charge. Donc, certes, vous avez besoin d'aide, on est là. Vous avez rejeté la responsabilité sur le lycée, quelque part. Si, ça peut l'être, parce que c'est là où il y a la transition. La transition, moi je dis, c'est-à-dire il faut que nos jeunes doivent, c'est là où réside le hic. Regardez un peu de l'autre côté de la rive, ou des deux rives qu'on veut, les jeunes par rapport à l'éducation, c'est pas seulement le lycée, mais c'est même les parents. Parce qu'on gagne trop nos enfants, hein, on le sait, donc il faut les laisser aussi, ils deviennent adultes, c'est-à-dire ils peuvent se prendre aussi en charge, et c'est eux qui vont aller de l'avant. Ils vont, n'importe quel, voilà ce qu'on a ici, créativité, etc. Ils peuvent créer, ils peuvent aller chercher l'information, ils peuvent avoir le réseautage, le jeune homme qui est là. Il y a moi, personnellement, avec mes étudiants, il y a ceux qui sont là, la plupart, je leur trouve des stages. Pourquoi? Parce qu'ils viennent vers moi. Madame, on a ci. Donc ils osent, ils partent, ils tapent les portes, etc. Ils peuvent réussir. Et on a aussi ce qu'on appelle le capital relationnel, c'est le réseautage. Ça aussi, ça fait partie un peu des attitudes qu'un jeune leadership. Donc il faut créer un peu du leadership. Tout le monde est responsable. Donc il ne faut pas seulement dire comme quoi, bon, chacun fait ce qu'il pense qu'il peut, mais aussi nos jeunes, il faut aussi qu'ils grandissent un peu et qu'ils se prennent en charge. Voilà. Merci, et c'est vrai que dans un souci de complémentarité, pour répondre à la question du jeune élève, c'est vrai qu'il y a de l'engagement. Un stage n'est pas un recrutement, il faut le savoir. Un stage, vous êtes observé, on vous regarde, on vous laisse un petit peu de côté. On est tous passés par là, dans le sens où l'entreprise essaie de voir vos limites. Quelles sont vos limites de patience? Et c'est vrai qu'il faut continuer à frapper aux portes, demander. Et vous savez, à la fin des 15 jours ou du mois, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous le dit, hein, on vous a oublié, on vous a laissé tomber pendant quelques semaines, mais vous êtes restés accrochés à l'information et ça nous a fait plaisir. Et c'est vrai que là, on le ressent. On ne dit jamais à un stagiaire ce qu'il doit faire, on le voit, on l'étudie. Donc attention, c'est aussi un piège. Les stages sont des moments importants qui pourraient être des moments de transition vers une carrière. Il faut y croire, il faut tout donner, il faut s'investir. Vous n'êtes pas cadre, vous êtes stagiaire uniquement. Donc ce qui veut dire qu'il faut absolument être dans une position positive, de prouver, de motiver et de s'investir. Bien, nous allons passer aux questions. Je pense qu'il y en a un certain nombre. S'il vous plaît, j'attends ma réponse. Oui. J'attends ma réponse. Vous attendez votre réponse. Vous n'a pas eu sa réponse, alors allez-y. La question, c'est les nouveaux métiers, les nouveaux profils, c'est ça? Oui. Alors, on ne va pas les détailler parce que ce n'est pas le sujet, il y en a plusieurs, mais par contre, je pense que ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui a été dit, j'essaie un peu de parler aussi au nom de mes collègues, c'est qu'il y a une notion d'attitude à avoir par rapport à cette évolution. Cette attitude, c'est celle de parler d'agilité. Je pense qu'il y a aussi une notion d'adaptation au changement. Pour être dans le concret, et au risque de vous donner une dépression, mais je vais être très direct avec vous. Les métiers de demain, le jour où vous serez diplômé, je défie quiconque de vous les énoncer aujourd'hui. Il y a des métiers qu'on ne connaît pas. Je peux même vous dire autre chose. Il y a des métiers pour lesquels certaines personnes sont en train d'être formées qui n'existeront plus dans 5 ans. J'en suis persuadé. Lesquels, je ne sais pas. Je ne pense pas que quelqu'un puisse réellement le savoir. On peut miser bien évidemment sur certains autres. Par contre, ayez à l'esprit l'importance de développer des compétences qui vont vous être utiles dans votre logique de parcours professionnel que je citais tout à l'heure, mais également que Mme Alaoui et ses circoncités, d'employabilité. Qu'est-ce qui va faire que demain, on aura envie de vous recruter? Et c'est ces compétences-là qu'il faut développer pour que vous puissiez les mettre en avant et puissiez vous vendre, parce qu'à un certain moment, ce que vous faites dans Bienvenue au capitalisme, c'est que vous vendez votre temps en contrepartie d'un salaire. Mais ce temps-là doit valoir quelque chose. On ne paye pas de la même manière un ingénieur qui va réfléchir au Dreamliner que quelqu'un à qui on demande de porter des sacs pour les transporter au 2e étage. C'est du temps qu'on vend, mais la création de valeur ajoutée derrière est radicalement différente, donc on les rémunère différemment. Donc ayez à l'esprit plutôt les compétences, soyez à l'affût de ce qui est en train de se passer pour que vous puissiez vous adapter, vous préparer à demain. Bien, merci beaucoup. Alors on va prendre exactement 2 questions, il nous reste 7 minutes. Allez. Question? Bien sûr. Oui, bonjour tout le monde, bonjour. Je vous remercie infiniment de nous avoir honoré de votre présence aujourd'hui parmi nous. Il est effectivement important d'interagir avec des personnes de votre gabarit et de votre renommée. Alors j'enchaîne directement sur ma question. Ma question est la suivante. Est-ce que les métiers qui sont maintenant, les e-métiers, en relation avec la révolution des technologies, est-ce qu'ils auront un impact sur les métiers anciens? Et quand je parle d'impact, serait-il un impact négatif, d'abord positif, un impact positif dans la mesure où ils vont ramener un plus pour les métiers anciens, ou au contraire un impact négatif au point de leur nuire et de les anéantir au point de disparaître? Merci. Merci à vous. D'abord, je me présente. Je suis une étudiante chez professeur Alaoui. C'est bon? Je me présente. Merci beaucoup. Je me présente, je suis une étudiante en master chez le professeur Alaoui. D'abord, je la remercie de son intervention, également de même pour les intervenants. Donc, j'ai une question à notre professeur. Est-ce que vous trouvez que ces nouveaux métiers peuvent être un remède alternatif à ce fléau qu'on connaît maintenant, qui touche vraiment le Maroc, qui est le chômage? Merci. Merci à vous. Autre question, allez-y. Bonjour, merci pour cette initiative. J'ai une question à Madame Alaoui, si vous me le permettez bien sûr. Vous venez de dire dans votre carrière en tant qu'économiste, savoir plus d'informations sur cette formation. Et merci d'avance. Sur la comptabilité et audit. Et merci.
intervention et pour votre présence. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut considérer la période de crise que traverse le monde actuellement comme étant une période de flottement dans laquelle les sociétés se reconfigurent vers le numérique? On prendra une dernière intervention et ensuite ce sera les réponses et nous avons 5 minutes avant l'intervention de l'autre table. Alors on va aller jouer. On vous écoute. Autant qu'étudiante, s'il vous plaît. Merci. Autant qu'étudiante en terminale scientifique, plus précisément option en physique-chimie, est-ce que j'aurai à affronter de grandes difficultés tout au long de mon parcours économique, ou bien j'aurai la chance de m'intégrer facilement? Et merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez entendu les questions, vous répondez rapidement. Un petit mot de conclusion en même temps, allez-y, monsieur Samuel s'il vous plaît, on reste juste à l'écoute des réponses et ensuite vous serez libérés. Merci. Mademoiselle qui a posé la question, qui est avec physique-chimie, donc il n'y a pas de souci concernant le... On va attendre, s'il vous plaît. Restez, il reste 2 minutes. 2 minutes ensuite. Et j'ai même une surprise pour vous. Il reste 2 minutes. Allez. C'est maladroit tout ça. On s'installe. Merci. Donc rapidement pour répondre aux 3 questions, je commence par la dernière. La demoiselle qui demande est-ce qu'elle peut suivre un cursus en économie. Au fait, tout le monde peut faire de l'économie. Vous faites déjà de l'économie tous les jours. Vous achetez, vous vendez, vous faites de l'épargne. Et bien c'est ça l'économie. Donc c'est pas. Il y a des maths aussi en économie, il y a des statistiques et tout, c'est scientifique. Donc il y a de la microéconomie, c'est des calculs. Donc si on aime quelque chose, comme je vous ai dit, la clé de la réussite, si on veut vraiment réussir, il n'y a pas de souci, soyez la bienvenue, il n'y a pas de problème. Je reviens vers la demoiselle qui parle, qui veut savoir un peu connaître pour le CCA. Donc le CCA chez nous, c'est un master. Donc un master, il faut déposer d'abord, il faut avoir des mentions pour le cursus, c'est-à-dire pas que 3, il faut avoir une bonne mention. Et on a un concours écrit. Et donc qui touche un peu les matières techniques, comptabilité, analyse financière et tout ça. Et une fois vous passez le concours écrit, vous passez l'oral. Et donc je vous donne un peu un chiffre, c'est comme un peu la fac de médecine de tout à l'heure, on a 8000 candidats et on prend 50 étudiants par an. Et en même temps, je réponds à la personne qui a parlé de marketing, c'est-à-dire spécialité marketing au sein de l'ENCG, ESCAM ou même la fac. Et bien c'est la même formation parce qu'on prend les meilleurs. Vous, au sein de l'ENCG ou de l'ESCAM, comme je vous dis, j'ai été au sein de l'ENCG, en prenant les meilleurs dès le départ en première année. Là, pour les masters, on prend aussi les meilleurs au niveau master. Je réponds à ma chère Bouteina, c'est une étudiante brillante. Donc concernant le e-économie ou les métiers d'aujourd'hui ou même les métiers de demain, certes c'est des métiers d'alternative, c'est de nouveaux métiers, mais comme vous avez, je pense, fait en macroéconomie, on sait très bien la courbe de Phillips, on a l'inflation et on a le chômage. On ne peut jamais avoir dans une économie même parfaite, en pleine croissance, avoir 0% de chômage. Le chômage va toujours exister, que ce soit le naturel, que ce soit le structurel. Voilà. Merci beaucoup, merci monsieur Redatal, directeur du développement et marketing de la centrale laitière. Merci à vous. Merci également à monsieur Samuel, c'est vous, Samuel Salik, effectivement consultant chez l'entreprise TTC, et puis monsieur Redatal, directeur marketing à la centrale laitière, également qui est professeur universitaire à l'université de Rabat. Alors juste avant la surprise, je rappelle qu'à 15h, sur dans une petite demi-heure, aura lieu la suite de cette table ronde, c'est-à-dire l'avènement du numérique et du développement des profils inédits de demain. Toutes les questions auxquelles vous
vous posiez justement, il y aura une réponse parce qu'on va vous présenter des profils inédits de demain. Et la surprise, me dit-on, c'est que vous allez pouvoir déjeuner. Merci beaucoup.